Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice? Et finalement, que partager autour de vos collaborations? Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit Charles Brumeau, diététicien à Paris. Parce que nos comportements alimentaires ne se résument pas seulement à notre assiette, Charles nous parle de ses outils d'écoute et d'accompagnement qui favorisent l'alliance thérapeutique et l'atteinte des objectifs pour ses patients. Un enjeu de taille, tant pour les diététiciens que pour les kinés. Hey, salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de Kiné Lab, le podcast, je suis avec mon ami Charles Brumeau, qui est diététicien et avec qui nous allons échanger autour des stratégies pour impulser des changements de mode de vie chez nos patients. Salut Charles, ça va ? Salut Greg. Charles, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors, Charles Brumeau, moi je suis diététicien depuis 5 ans bientôt. J'aurais dit plus. Oui, c'est parce que là, je n'atteins pas la valeur du nombre des années. C'est beaucoup d'expérience, de sagesse, de maturité. Et puis, j'ai été journaliste pendant 15 ans sur les sujets de forme, bien-être et santé. J'ai commencé en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. J'ai été assez rapidement auteur. Et puis, ensuite, petit à petit, je me suis déporté sur des sujets plus nutritifs et nourrissants à mon sens et qui étaient l'alimentation, notre rapport à l'alimentation. Et bien, à la faveur d'un licenciement économique en 2014, j'ai entrepris une démarche de me reconvertir vers la diététique et donc de passer le cap de je n'ai plus envie de donner la parole à un des experts, j'ai plutôt envie d'en devenir un. Et voilà, donc ensuite, j'ai passé mon BTS diététique et un diplôme à la fac de Dijon sur le comportement alimentaire et c'est aussi à la sortie des études que je me suis dit, mais je ne sais rien. Ah, point commun peut-être. Non, je ne m'attendais pas à cette conclusion. Je me disais, mais le mec, il fait tout ça pour se former et il ne sait rien. Mais alors, oui. Qu'est-ce que tu as fait ? En fait, c'est plus tu te formes sur l'humain et plus tu apprends à ouvrir des nouveaux compartiments comme des petites cellules que tu ouvres. Et plus tu en apprends, plus tu vois l'immensité de la complexité, de la fragilité, de la vulnérabilité de l'être humain. Et donc, plus tu apprends, plus tu vois que c'est infiniment plus vaste que ce que tu pensais. Dans la diététique, dans la nutrition, pour nous kinés, c'est parfois difficile. Ce que je veux dire par là, c'est dans cette énorme pelote de laine de notre métier, il y a des petits bouts qui nous permettent de tirer des fils et d'arriver à bien dérouler ces problématiques-là. En diététique et en nutrition, on a parfois l'impression de ne même pas savoir par où commencer. Je me trompe ? Non, tu ne te trompes pas, effectivement. Et moi, c'est la première question que je pose à mes patients. Qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre ? Et là, il y a souvent un blanc, il y a souvent genre... Moi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Oui, mais souvent, ils partent de... pour une majorité de mes patientes, c'est je cherche à perdre du poids et j'ai un rapport troublé à l'alimentation. Et après, c'est toutes les questions d'exploration, peut-être qu'on en reparlera, c'est toutes les questions d'exploration qui fait que, nous, notre rôle, et c'est aussi le vôtre en tant que kiné, c'est de, vous voyez cette espèce de grosse pelote de laine, et vous cherchez à tirer ce petit fil, avoir un petit truc qui dépasse, et puis dire, ah tiens, là je trouve une prise, il y a un truc qui ça peut être dans une inflexion de voix, de regard, ou qu'est-ce qui vous fait dire que, par exemple, au début, si la personne a du mal à parler, c'est ça, quoi. En préparant cet épisode, Charles, tu m'as expliqué que l'écoute était au cœur de ta prise en soin. Alors, c'est aussi le cas forcément des kinés, mais comment est-ce qu'on fait pour bien écouter un patient ? Tu m'as parlé d'inflexion de regard. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, entre guillemets, dans notre formation de BTS diététique. En fait, c'est le point de départ et c'est primordial, justement, d'écouter le patient avant de chercher à dégoupiller sa boîte à solutions. Ah ouais. Nous, c'est souvent notre tropisme, et je pense que peut-être aussi vous, c'est-à-dire que nos patients, ils viennent nous voir avec un problème, une problématique, et nous, on est vite tentés d'être en mode c'est sûr que votre problème, c'est sûr que c'est ça, il faut manger plus de ci, plus de ça serait mieux que... Alors, c'est important aussi d'avoir cette boîte à outils, ces solutions, etc., mais je pense qu'on loupe quelque chose si on ne prend pas le temps
de laisser déposer ce qui arrive, de laisser parfois même des temps de silence. Et donc cette écoute, ça peut être de regarder vraiment la personne dans les yeux. Alors quand on est en visio, on en reviendra, on regarde directement dans l'œilleton de la caméra. Et il y a, dans la qualité d'écoute, je parlerai plus de ça, développer sa qualité d'écoute, il y a aimer faire son métier, aimer l'humain et voir que c'est un humain qui vient déposer sa fragilité, pas seulement son problème, mais qui vient déposer des choses en consultation. Et moi, je m'occupe de certaines personnes qui ont des troubles des conduites alimentaires et qui ont parfois un passé un petit peu ou un passif fragile par rapport à la relation à l'autre, avec les questions d'abus, etc. Et donc, pouvoir écouter et pouvoir donner un temps de silence qui est contenant, c'est quelque chose qui est sécurisant aussi pour le patient. Mais l'écoute, c'est pas seulement de l'écoute en mode juste j'écoute, c'est des questions d'exploration qui sont en forme de curiosité bienveillante. Je t'en donne quelques-unes. C'est qu'est-ce qui fait que vous dites ça? Qu'est-ce qui fait que votre rapport à l'alimentation peut être troublé? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez du poids à perdre? Et c'est là où on commence à tirer le fil rouge du truc, quoi. Moi, j'ai aussi la chance de pouvoir prendre du temps. Moi, toutes mes séances font au moins 1 heure à peu près. Donc, j'ai le temps aussi de questionner le vécu, le parcours. Ça s'appelle un peu l'analyse fonctionnelle du truc. C'est en gros, votre rapport à l'alimentation, comment il s'est construit, enfant, adolescent, puis à l'âge adulte. Est-ce que vous avez connu des restrictions quand vous étiez enfant et adolescente? Quel mécanisme vous avez mis en place à ce moment-là? Oui, par exemple, j'ai une patiente qui mangeait super vite au repas, mais qui ne pouvait pas s'empêcher de ça. Et en fait, elle m'a dit qu'elle était dans une famille nombreuse avec 3 frères, et elle m'a dit, mais à table, c'était la guerre. C'est vraiment la guerre. Donc, si tu ne bouffes pas ton assiette, les 3 frères, ils vont se dépêcher de finir la tienne. Et donc, elle avait implémenté ça comme mécanisme. Pareil, pendant ses études de droit. Elle a fait des études de droit comme moi. Et après, du coup, on a déroulé ce fil rouge. Et on a pu mettre en place des trucs pour se reconnecter justement à cette enfance et cette adolescence. Alors, c'est vrai que c'est très psy pour le coup. Ouais, c'est intéressant. Mais, qu'est-ce qu'une écoute qualitative, Charles? Une écoute qualitative, c'est... Bonne question, tiens. Une écoute qualitative, c'est pouvoir justement être dans ton cœur, d'être disponible et curieux de ce qui va arriver. De pas forcément chercher dans ta tête à tout de suite être dans... il dit ça, donc ça va m'amener là. Ça va m'amener vers telle piste thérapeutique obligatoirement. Je vais faire ci, je vais faire ça. Directement, à être vraiment en mode arbre décisionnel, solution directe et tout. C'est important, mais je pense que dans un premier temps, c'est plus important et c'est même plus nécessaire de questionner, re-questionner, revérifier et de prendre ce temps vraiment d'explorer ensemble ce rapport à la bouffe. Bon, moi, c'est vrai que c'est une très psychonutrition, donc on est moins dans le côté l'enquête alimentaire et tout ce que vous mangez concrètement le jour, c'est plutôt vers la fin de la consulte et tout. C'est parfois accessoire. Alors que là, c'est plutôt dans quelle situation vous prenez vos repas? Qu'est-ce qui vous met en tension? Donc, tu t'interroges beaucoup plus de comment ils mangent plutôt que de qu'est-ce qu'ils mangent. Ouais. Comment ils mangent et comment ça se passe pour eux. L'écoute, c'est aussi les remettre sur le tracking, c'est-à-dire favoriser l'auto-observation de nos comportements et des conséquences de nos comportements. En fait, tu accordes beaucoup d'espace à ton écoute. Ouais. Une fois de plus, très intéressant parce qu'en fait, quasiment peu applicable à notre métier à nous. Je crois que les seuls cas où j'utilise tes outils d'écoute, c'est quand j'ai une suspicion, en effet, de climat toxique de la part de mes patients. Du genre parents, compagnons, ou alors de TCA. Donc, des gens qui vont te dire,
tu vois, sur des phrases un peu dérobées. Non, mais de toute façon, je sais que ça n'ira jamais. De toute façon, en ce moment, vu ce que je traverse, il y a peu de chances pour que j'aille mieux. Et là, boum, je switch complètement en mode, OK, on va pas partir sur une douleur anatomique. Mes tests cliniques, à ce moment-là, ne sont pas pertinents parce que ils vont être biaisés parce qu'il y a un terreau psycho-émotionnel qui est trop fort. Et là, en effet, je vais mettre en place des outils en mode, OK. Et souvent, je mets de la place au silence. Et, super important. Et ce silence-là, il va être pour eux très, très inconfortable parce qu'ils viennent te voir, ils ont envie de lâcher l'information, mais ils n'y arrivent pas. Est-ce que tu coupes la parole de tes patients ? Ouais, c'est un truc que j'ai vu en formation et parce que je me suis formé un peu plus à la diététique comportementale après le BTS et ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive, je suis obligé. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire au tout début. Je me sentais pas légitime et tout. Et puis j'ai juste observé que parfois les patients partent dans des tunnels et moi je sais pas quoi faire de cette information. Ça va pas me servir, ça va pas nous servir dans le soin. Donc oui, aujourd'hui je coupe, même en allant au bout de cette information. Ça sera pas fonctionnel. Ça va pas nous aider. Ça sera pas pertinent, ça sera pas utile. Donc, je me permets effectivement, là, quand je sens qu'il y a plus de 2 minutes, truc, où la personne commence à dire « et machin, et vous comprenez, ma belle-mère, elle est toujours comme ça, et nanana. » Souvent les belles-mères. Les belles-mères, c'est souvent les entrées de tunnel. Hein. Désolé pour toutes les belles-mères qui nous écoutent. Mais tous la belle-mère de quelqu'un quelque part. Et c'est aussi sécurisant quelque part pour le patient d'avoir un cadre et de se dire, bah voilà, en fait, mon soignant, il est contenant. Il me laisse pas partir dans toutes les directions. Oui, je suis d'accord. Tu es diététicien, on n'a pas parlé une seule fois de kumquat ou de carotte depuis que tu es arrivé là. Tu expliques que tu as une approche plutôt comportementale de la diététique. Alors, ma question est finalement sur le comportement. Comment est-ce que tu intègres l'activité physique dans tes accompagnements ? C'est une question que je pose quasi en première intention. Genre, comment vous bougez au quotidien ? Et là, soit elle me dit, je fais pas de sport, ou au contraire, je fais du sport, mais je bouge pas, enfin, je marche pas, par exemple. Je trouve que cette question-là, elle est vraiment oubliée des questionnaires d'enquête nutritionnelle parce que c'est une question qu'on pose en dernier si on la pose. Et nous, on n'est pas trop formés à ça parce qu'on n'est pas coach sportif et c'est pas à nous de guider les patients vers ça, nanana. Mais moi, je trouve que c'est une question centrale et essentielle aujourd'hui. C'est quoi un peu tes leviers de réussite pour faire en sorte que ton patient adhère à ton traitement et observe les soins, quoi, c'est ça. Mais justement, moi, je les invite assez à observer. C'est important de parler un petit peu des recos, oui, effectivement, factuellement, les crudités, il y a plus de mâche, de mastication, c'est bon pour la satiété, les protéines aussi. Si on arrive à petit déjeuner salé, protéiné le matin et tout, c'est vrai que ça peut limiter les envies de sucré l'après-midi. Ok, très bien, mais je lui dis, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous faites ça, comment ça marche pour vous ? Donc là, je reviens encore sur le côté auto-observation et tracking. Et j'enfonce un peu le clou. Et quand vous ne le faites pas, en quoi c'est différent d'habitude ? Donc, je les incite à la nuance, à la fine perception de ce qui se passe dans leur tête, dans leurs émotions et dans leur corps. Je leur demande aussi de me faire aussi un petit feedback, parfois en mémo vocal ou parfois via une application de suivi pour me dire ça, donnez-moi des news dans 15 jours là, pour me dire si vous avez vu des changements, comment ça s'est passé et tout. Tu arrives à sonder la motivation de tes patients ? Ouais, moi je m'appuie plutôt sur les valeurs des gens, les valeurs motrices, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui est important pour vous dans une vie qui vaut le coup ? Le plus important pour vous pour une vie qui marche. Et là, on rentre plutôt dans le cœur des valeurs, c'est en fait, j'aimerais quand même plutôt... ça serait une façon de prendre soin de moi. Ça serait pour me sentir mieux dans ma peau, mieux dans ma féminité, mieux dans mes vêtements, pouvoir jouer avec mes gosses, pouvoir leur courir après si j'ai envie. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on défocus d'un chiffre sur la balance ou d'une performance esthétique dans notre société qui est assez trop valorisante pour les corps minces et fit. Et on arrive plutôt au cœur de l'humain, genre, OK, qu'est-ce qu'on fait de notre vie avec cette histoire de poids et de silhouette parfaite ? Et là, je dis ça parce que ça nous permet
d'avoir des déterminants, des objectifs plus larges, quoi. Tu consultes exclusivement à distance, en visio. Comment parviens-tu à mettre en place une bonne alliance thérapeutique en visio? C'est la même chose qu'en physique? Moi, je pense que oui, qu'il y a assez peu de différence. Je peux l'affirmer aujourd'hui. D'une part parce que je suis pas un diététicien un peu avec des plans alimentaires, des menus et en mode je pèse mon patient, etc. Donc, j'ai pas forcément besoin d'avoir ça en cabinet. Est-ce qu'il y a des écueils, justement, quand on ne reçoit pas les patients en physique en cabinet? Des trucs que tu pourrais louper? Alors, il y a un petit peu moins de langage non verbal parce qu'on n'a pas les pieds de la personne, les jambes et tout, mais on voit quand même qu'elle se tortille ou pas sur sa chaise ou son tabouret. J'étais assez sceptique au début par rapport à la visio, par rapport à la qualité de la consultation. Et finalement, ça se passe vraiment bien. L'implication des patients, ouais. Elle est la même? Ouais. Et ça leur offre plutôt pas mal plus de souplesse. Et ils arrivent mieux à caler les consultations dans leur emploi du temps, moins de transport. Charles, si tu devais partager une bonne pratique, mais attention Charles, une seule, aux professionnels de santé qui nous écoutent, quelle serait-elle? L'humilité, notamment quand on est jeune diplômé, mais encore à plus forte raison quand on a 20 ans de pratique. Je pense que l'humilité, c'est quelque chose de super important, de pouvoir déjà dire qu'on ne sait pas tout, même aux patients, qu'on n'est pas un magicien, qu'on ne sait pas tout sur tout, et qu'on a le droit de prendre des notes et de se renseigner davantage sur la question qui nous a été posée avant de fournir une réponse argumentée. Ça permet de douter, en fait. Ouais. Ça permet de douter, de chercher par soi-même l'information et de s'améliorer soi-même. Donc, ça va aussi avec continuer à se former. Soignant aussi, connecté à soi, aux autres professionnels aussi. Petite messagerie, je crois que ça s'appelle, je sais plus, Doctolib Team, quelque chose comme ça. Voilà. Aux autres professionnels, super important la pluridisciplinarité. Et puis pourquoi pas, si on s'en sent le cœur et l'envie sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi un autre moyen d'incarner ses valeurs, de partager, de poser parfois sa propre vulnérabilité en tant qu'humain, parce qu'on n'est pas que des soignants. Et je pense que c'est ça aussi qui change aujourd'hui dans notre génération de soignants, c'est qu'on s'autorise parfois à dire je, à parfois dire ça va pas, à parfois déposer cette vulnérabilité en tant qu'humain. Et ça donne aussi les patients, aux patients l'autorisation, entre guillemets, à eux à vivre cela, à venir le partager aussi avec nous en consul, je trouve. Alors, comme je vous l'avais évoqué, finalement, Charles a un discours où on n'a pas parlé de protéines, on n'a pas parlé de recettes, on a parlé de ressenti, d'écoute du patient et de leur donner des outils pour qu'ils apprennent à s'écouter eux-mêmes. Charles, merci infiniment. Merci à toi. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de KinéLab, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à réécouter la saison 1. À très bientôt. Bye bye.